je l'ai payé 40 000 € de ma poche que j'ai payé pour ma transition, au niveau d'opération. À 20 ans, j'ai reçu un virement de 25 000 € par un mec, tu vois. Ah ouais, ok. Et j'ai fait des opérations qui te créent un vagin et du coup, j'avais le bas du corps gelé et j'étais complètement réveillée tout le long de l'opération. Oh la dingue. Ouais, Tu préfères avoir un homme qui a 0 de body count ou un homme qui en a 80? Un homme qui en a... Ok. Toi, tu gagnes combien actuellement? Et il y a eu des mois où genre... T'as eu une et une Ouais. Donc du coup, tu connais les deux orgasmes en Ouais. fait. C'est quoi le meilleur du coup? Hugo Mathias, bonjour. Bienvenue dans ce petit podcast avec ma chère invitée Auriel. Hey, Comment tu vas? Ça va et toi? Bah ça va, nickel. Merci de nous recevoir sur tes beaux canapés. Bah ouais, petit podcast, Sympa, belle petit déco, studio. très confort, cool. Du coup, bah présente-toi un petit peu et je me présenterai juste après. Ok, bah écoute, moi c'est Auriel. Ouais. On m'a connu par rapport à Frenchy Shore, qui est sorti à bientôt, enfin il y a 1 an et demi, enfin que j'ai tourné il y a 2 ans, donc ça fait un petit moment. Et puis depuis, je pense que je ne cesse de faire parler de moi par diverses occasions. Et puis du coup, maintenant je bosse sur les réseaux. J'ai un petit peu ma vie, puis j'essaie de faire évoluer les mentalités dans tout ça quand même. On essaie de faire en sorte que ça serve à quelque chose, d'avoir beaucoup de haters, tu vois. C'est le contre-coup du truc. C'est le contre-coup, mais sympa. S'il n'y a pas de haters, c'est que t'es nul. C'est ce que je me dis. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, faut le voir comme ça. Bah enchanté en tout cas. De même. Moi c'est Hugo, du coup Hugo Mathias. Donc moi je crée des influenceuses en intelligence artificielle. Donc des filles qui n'existent pas. Ok. Et on les monétise sur les plateformes privées, Mime, ce genre de trucs. Ok, quoi, tu j'ai vois. entendu parler de ça. Je me suis pas penchée dessus, mais j'ai beaucoup entendu parler Bon, de ça. on va en parler. Ok, t'inquiète. cool. Sympa. Ok, nice. Donc vas-y, explique-nous un peu c'est quoi tes objectifs. Parce qu'en gros là du coup t'as fait Frenchy Shore 1, Frenchy Shore 2. Ouais, c'est ça. Et là du coup maintenant, qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est quoi la suite? J'ai fait Frenchy Shore 1 et Frenchy Shore 2, effectivement, qui m'a, on va dire, mise en lumière. Du Ouais. coup, après, tu connais les réseaux, c'est toujours un peu... c'est comme une meuf qui a son auto-entreprise, en vrai de vrai, une meuf qui fait les cils, qui fait les ongles, c'est la même chose. En vrai de vrai, c'est là où tu as des contrats, où tu as des opportunités. C'est ton business, tu deviens ta propre marque de fabrique. Donc le but, c'est de faire des choses qui te correspondent, de pas aller dans des choses qui sont à l'opposé de toi et de garder une image assez correcte. Donc c'est ce que j'essaie de faire. En tout cas, j'essaie de rester dans une ligne de conduite. Donc du coup, depuis, j'ai fait beaucoup de bookings en boîte de nuit, surtout après la sortie des émissions. Pendant 1 an, j'ai beaucoup tourné. C'est ce qui m'a fait... ce qui a fait que j'ai bien gagné ma vie. Ça consiste en quoi les bookings en boîte de nuit? C'est vraiment le truc, tu vas en boîte de nuit et puis c'est les boîtes, les établissements qui te contactent. Ok. Tu y vas et puis le but, c'est les gens ils viennent te voir. C'est comme à l'époque, vraiment en 2010, des Marseillais et tout, quand les gens allaient en boîte de nuit. Ça s'était calmé. Frenchy Shore, ça a beaucoup relancé la machine. Ok. Donc du coup, j'ai beaucoup fait ça, surtout après la saison 1. Parce que c'était la sortie, c'était très dramatique, ça a beaucoup fait parler, c'était un peu trash, les gens connaissaient pas. Et puis sinon, à côté de ça, les réseaux sociaux, j'essaie de faire du contenu, TikTok, voilà, tout plein de petites choses qui peuvent faire que j'essaie de vivre entre 2 saisons. Parce que c'est vrai, quand tu fais de la télé-réalité, c'est beaucoup les tournages qui te font vivre et qui te mettent en lumière. Donc le but aussi, c'est à côté pouvoir continuer d'exister. Donc je vais voir ma chaîne YouTube avec Enzo, mon meilleur ami. Donc du coup, on essaie de bosser sur des trucs quali. Donc voilà, c'est vrai qu'hors Frenchy, j'essaie de faire des trucs un petit peu différents que l'émission. J'ai une image très controversée par rapport à ce qu'on connaît de moi. C'est pas ce que je fais dans la vie de tous les jours et je suis très différente par rapport à tout ça. Bon, on va en parler justement un peu le côté finance et tout. Mais toi, tu te considères du coup comme une entrepreneuse? Franchement, moi, j'ai mis mon prénom. J'ai mis un chiffre sur mon prénom, genre, en mode c'est moi qui. Ta marque personnelle. C'est moi ma marque personnelle en fait, parce que c'est pas. Je bosse pour personne, je représente personne d'autre à part moi-même, tu vois. Donc t'es obligé de te sortir souvent les doigts des fesses, pardon l'expression, mais parce que du coup, si personne le fait, si toi tu te mets pas en avant, du coup, entre guillemets, toi, ton image, du coup, ça ternit, ça se calme. Et le but, c'est de pas tomber dans l'oubli trop rapidement, ce qui arrive beaucoup avec les candidats de télé-réalité. Comparé à l'époque, tu vois, quand il y avait les premières saisons des Anges, Secret Story ou les Marseillais, les Ch'tis, ça parlait beaucoup pendant des années. Ça tournait de fou, même s'il y avait rien, tu parlais d'eux. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émissions qui sont sorties. Il y a plein de programmes en tout genre et c'est vraiment devenu un business, la télé-réalité. Et je veux pas devenir un produit de la télé-réalité. Genre, je veux pas. Je fais Shore, parce que c'est un programme américain. Du coup, je bosse avec une production américaine dans un contexte différent, mais je veux pas du tout devenir un produit de la télé-réalité à enchaîner les tournages. C'est pas du tout ma DA. Donc j'essaie de quitte à gagner moins d'argent, du coup forcément. Mais comment tu comptes sortir de ce produit déjà de en ne pas télé-réalité? me faire, en faisant pas d'autres ou trop de télé, tu vois, parce que du coup si t'enchaînes les tournages sur plein de chaînes, sur plein d'émissions différentes, du coup tu deviens une candidate de télé et je préfère rester Auriel, genre Auriel qui a fait Frenchy Shore, mais Auriel. Donc pour l'instant j'arrive à garder cette ligne de conduite. Et après, c'est sûr, l'argent, des fois, c'est tentant parce que quand on te propose des émissions, t'as besoin de thunes parce que du coup, avec Frenchy Shore, on fait un tournage par an pour l'instant. Donc, du coup, à la télé-réalité, c'est pas rémunéré 1000 et des cents. Les gens pensent que tu deviens milliardaire en faisant de la télé. Pas du tout. Tu gagnes ta vie comme quelqu'un qui a un bon poste, mais normalement. Donc, du coup, c'est vrai que des fois, c'est tentant de faire d'autres choses parce que t'as besoin de thunes. Mais j'essaie pour l'instant de me dire que ma ligne de conduite payera un jour. Et le but, moi, c'est pouvoir faire de la télé à l'étranger, de pas rester bloqué à la France. Ouais, non, mais c'est vrai que ça,
beaucoup de gens pensent que finalement ça Ouais. paye de ouf l'influence, De mais ouf. finalement pas tant que ça. En plus, justement, là, depuis que il y a eu les histoires avec les placements de produits et tout, vous avez beaucoup moins de moyens de rémunération. Ah ouais. Donc, il faut beaucoup plus vous bouger le cul, du coup, pour derrière aller chercher de l'argent. Ah oui, oui. Donc ouais, on va en parler un peu plus en détail après dans les chiffres et tout. Ok. Mais ouais, non, moi, ce que je voulais te demander, parce que du coup, là, maintenant, t'es médiatisé. Donc, on sait tous que quand t'es médiatisé, voilà, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi des contre-coups, forcément. Forcément. Donc, est-ce que toi, tu penses que là, jusqu'à présent, ça t'a plus servi ou desservi, justement, d'être connu? Ça m'a plus servi. Ouais. Franchement, ça m'a plus servi parce que j'ai jamais fait des choses qui n'étaient pas moi. Donc, il n'y a jamais de trucs dérangeants sur moi qui sont sortis parce que tout ce que je fais, c'est en mon âme et conscience. Bien que des fois, ça puisse choquer les gens parce que je fais des choses c'est pas sur la norme de tout le monde, mais ma norme à moi est fixée. Et non, ça m'a plus servi parce que ça m'a apporté de la notoriété. Donc, forcément, ça m'a permis de vivre, pas comme une riche, très loin de là, mais de vivre, tu vois, dans un milieu qui me correspond, en tout cas, faire des choses que j'aime. Et puis, ça m'a fait rencontrer un milieu que j'adore, des gens que j'adore. Donc, franchement, pour l'instant, j'ai rien qui m'a desservi, si ce n'est forcément les bad buzz, les polémiques, où forcément, tu fais face à des grosses vagues de haine très puissantes. Surtout moi, encore une fois, sans ça, Sans ça, il n'y a rien, tu vois. C'est vrai que je me suis rendu compte très rapidement que mon prénom était une machine à buzz. Je le sais, tu vois ce que je veux dire, de par mon histoire, de par qui je suis. J'ai très vite compris qu'il y avait des gens pas toujours bien intentionnés qui vont servir ton prénom, qui vont servir de toi pour te mettre dans des histoires. Et après, du coup, déjà, je m'en fous relativement de ce que les gens pensent. Ça, c'est important. Tu peux pas faire de la télé si tu fais trop attention à ce que les gens pensent parce que tu te tires une balle. Surtout dans Frenchy Shore, qui est un programme surmédiatisé et avec un concept, des choses que tu vois que tu ne vois pas partout. Et donc, non, globalement, ça m'a plus servi. J'ai appris à me servir justement de ce qui me dessert potentiellement, donc de la haine des gens, des haters, de surfer dessus, tu vois. Maintenant, je suis pas une meuf qui va faire du buzz pour faire du buzz, tu vois. Je suis pas une meuf qui va parler sur les réseaux, qui va vouloir faire des polémiques, qui va aller critiquer les autres. C'est pas du tout ma DA, mais je suis ravie de savoir que mon joli prénom et que tout ce beau minois sert à beaucoup de personnes, mais c'est un milieu très particulier et quand tu arrives dedans, t'as pas conscience au début que c'est un milieu avec énormément de vices. Moi, j'ai pas de vices, je suis une personne très honnête, très sincère. Et quand t'as pas de vices, c'est souvent toi qu'on accuse d'être la vicieuse. Parce qu'en fait, tout le monde est dans une lignée où tout le monde a du vice, tout le monde calcule beaucoup de choses. Et quand tu calcules pas les choses, c'est souvent sur toi que ça retombe. Donc j'ai appris des êtres humains aussi beaucoup. C'était une sacrée expérience sociale de faire de la télé-réalité. Ah, tu m'étonnes. Ouais, Parce vraiment. que là, c'est vraiment les extrêmes dans des conditions C'est ça. qui juste amplifie tous oui. les... Ouais, là, le tournage en lui-même, t'es enfermé avec des personnes, t'as pas de gens extérieurs, t'as pas de téléphone, on n'a même pas l'heure dans l'émission, c'est pas quand on se couche, quand on se lève, on est vraiment dans une bulle, mais c'est super cool, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, tes sentiments, ce que tu ressens de toi-même ou vis-à-vis des gens, tout est décuplé d'une manière énorme, et puis surtout que tu rencontres les gens dans un tournage, mais tu sais jamais trop dans la vraie vie ce que les gens vont donner. Et du coup, moi, j'ai toujours beaucoup fait confiance aux gens que j'ai rencontrés dans l'émission. Et pour certaines personnes, pas tous, voilà, c'était pas forcément la même chose. Et puis tu te rends compte du vice des gens et tu te rends compte aussi que tu es obligé des fois de te braquer, d'arrêter d'être trop cordial, trop amical. Donc moi, ça m'a vraiment forgé. Pour le coup, faire de la télé, notamment Frenchy Shore, c'était une sacrée piqûre de rappel, une sacrée cure psychologique. Ça doit être une bonne expérience, tu m'étonnes. Moi, j'ai l'impression que t'es pas mal à contre-courant sur tout ce qu'on voit habituellement. Comme tu dis, tu cherches pas le buzz. Voilà, bref. Non. Et du coup, toi, en gros, ta stratégie, si je comprends bien, c'est plus montrer ta personnalité aux gens. Genre vraiment que les gens s'attachent à toi et pas à ce qu'il y a autour. Et ma stratégie, c'est surtout que je n'ai pas de stratégie du tout. Okay. C'est que je vais dans l'émission, moi, c'est mes vacances, quoi. Je vais faire des vacances avec des potes, j'en ai rien à faire qu'il y ait des caméras, qu'on me filme. C'est pour ça que les gens m'ont bien aimé, c'est que genre, je m'en fous, mais royalement. Genre, je vais pas là-bas pour montrer un genre, pour me donner un style. Alors oui, c'est des vacances festives, donc tout ce qu'on voit de moi, c'est la Auriel festif, la Auriel trash, la Auriel intense, mais c'est pas la Auriel de tous les jours. Mais il y a aucune stratégie, quoi. J'y vais vraiment en mode, c'est mes vacances avec mes potes, et plus t'es toi-même, plus les gens kiffent. Et quand on a fait la saison 1, moi, je l'ai toujours dit, moi, je pensais que ça allait être un flop, cette émission. C'était pas connu en France. Les gens, c'était sur MTV, Paramount, c'est des plateformes ou des chaînes que les gens en France ne regardent pas forcément. Aux États-Unis, en Angleterre, c'est des plateformes et une chaîne hyper connue. Mais en France, tu connais, on est beaucoup moins dans la culture pop américaine. Donc je l'ai fait en mode bon, de toute façon ça marche, c'est cool, ça marche pas, tant pis. Et le fait d'en avoir eu vraiment rien à foutre et d'avoir aucun recul, c'est ce qui a fait que ça a bien fonctionné pour moi, quoi. En tout cas, c'est ce qui a fait que les gens se sont attachés à moi. Ouais, parce qu'en vrai, t'es sorti du lot, j'ai remarqué quand même par rapport à certains. Ouais, je pense que ma personnalité, déjà, les gens ont bien aimé ce côté. Que je sois trash aussi, les gens ont bien aimé parce que tu vois pas ça tout le temps en télé-réalité. Et je pense que les gens ont aimé que je sois moi-même à 100%. Tu vois, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas à me donner un genre. J'étais contente, je pleurais, j'étais énervée, je criais, j'avais envie de coucher. J'étais vraiment juste moi-même sans me poser de questions. Et du coup, je pense aussi mon histoire, mon passé a fait que ça m'a propulsé entre guillemets plus. Mais comme l'a dit la production, ils m'ont jamais prise par rapport à mon histoire. Ils m'ont prise parce qu'ils savaient que j'étais une personne entière, sans filtre. Et qui allait pas être dans faut que je fasse ci pour faire ça. Enfin, j'étais vraiment. Je pense être un bon produit de télé de manière internationale.
Je pense que n'importe tu mets dans n'importe quelle télé. Ouais, l'authenticité, c'est le principal, c'est je pense, pour réussir. Genre. Mais du coup, ok, bon. Je pense qu'on va passer à la question un peu plus pétillante. On va dire, du coup, toi, tu gagnes combien actuellement? Franchement, ça dépend, je suppose. C'est hyper variable. Franchement, je te dis, il y a des mois, je peux gagner 1500, 2000 euros. Hein. Ah ouais? Il y a des mois, quand il n'y a rien, je gagne 1500, 2000 balles. Et il y a eu des mois où, j'ai jamais gagné plus de 7000 balles par mois depuis que je fais de la télé, pour dire très honnêtement. Ça dépend quand il y avait les bookings, je gagnais beaucoup avec les bookings. Mais c'est surtout les bookings qui m'ont rapporté de l'argent l'année dernière, du coup, qui a fait que j'ai bien vécu. Et après la saison 2, franchement, non, il y a des mois, je peux faire aller peut-être 3000, 4000. Mais là, depuis la saison 2, j'ai jamais fait un mois à plus de 3 ou 4000 euros. Hein. Ah ouais. Non, c'est un mythe sur l'argent de la télé. C'est vrai que je m'attendais pas aussi peu finalement. Si Frenchy serait sorti à l'époque où les placements de produits existeraient, je pense que je peux t'assurer que ça tomberait à un gros pied. Mais maintenant, il n'y a plus cette sphère des placements de produits. En plus, Frenchy Shore, beaucoup de marques veulent pas forcément aussi toujours être associées parce que c'est un programme américain beaucoup plus trash. Enfin, c'est dommage parce qu'au final, je trouve qu'on est clairement les meilleurs candidats de télé depuis un certain moment. Enfin, sans prétention, je trouve que Frenchy Shore, on est de loin la meilleure émission de télé qui est sortie en France depuis, je pense, les premières saisons, tu vois, de Secret, les Marseillais où ça cartonnait. On a vraiment redonné un souffle nouveau à la télé, mais je pense qu'on fait aussi peur de l'image qu'on renvoie. Donc du coup, non, franchement, je gagne absolument pas beaucoup ma vie. Donc non, si j'ai tourné un mois en 2 ans à 7000, c'est vraiment le bout du monde. Hein. Putain, ok, ouais, tu vois, comme quoi. Et du coup, c'est pas stressant pour toi d'avoir justement cette variation en dents de scie de tes revenus? Bah si, c'est hyper stressant parce que du coup, comme je te dis, t'es obligé de bien te vendre, de bien te mettre en avant. Faut que t'interpelles le public pour que du coup, on ait envie de bosser avec toi plus facilement. Toi, il faut que tu crées des choses derrière. Enfin, c'est vraiment quand il y a de la création de contenu. Pour le coup, je suis vraiment créatrice de contenu et j'ai pas le choix de l'être parce que si je ne crée pas de contenu, il y a rien qui va venir à moi. C'est pas comme à l'époque les candidats de télé qui enchaînaient plein de tournages, même s'ils faisaient rien. Tous les 3 mois, ils avaient un tournage. T'entendais parler d'eux. Moi, j'ai un tournage par an. Donc ça veut dire qu'entre l'été 1 et l'été 2, il y a rien. Enfin, la production, genre Paramount, nous propose si on a des contenus, etc. Mais toi, personnellement, si tu ne te développes pas personnellement, tu n'auras rien. Donc vraiment, tu peux compter que sur toi-même. La télé-réalité et le monde de l'influence est devenu hyper compliqué. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de meufs aussi qui se lancent sur les plateformes, parce que pour les meufs, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un des réseaux, enfin les réseaux de manière générale, qui permettent le plus de faire d'argent. Donc c'est pour ça que je sais qu'il y a beaucoup de meufs qui se lancent dessus. Ouais, bah justement, toi, t'as pu trouver des moyens justement pour monétiser. Donc tu m'as dit que t'as fait une chaîne YouTube. J'ai ouvert une chaîne YouTube avec mon meilleur pote. Je sais que t'avais ouvert un mime du coup, mais tu l'as fermé, je crois. Ouais, très rapidement. Je l'ai ouvert 1 mois et je l'ai fermé. Franchement, c'est un business. Moi, je respecte vraiment de ouf les meufs qui arrivent à bosser dessus parce que ça demande vraiment beaucoup de rigueur. Tu sais, les gens ils pensent souvent que faut juste poster des photos de toi un peu sexy, pas du tout. Genre, faut entretenir le dialogue avec tes abonnés. Enfin, il y a toute une communication stratégique et marketing autour des plateformes. Je trouve que vraiment c'est un boulot de dingue. Moi, je suis hyper admirative des meufs qui arrivent vraiment à être hyper droites là-dedans. Moi, j'ai pas réussi. C'est comme la télé-réalité en vrai. Enfin, les gens donc ils surestiment les revenus de la télé-réalité, mais ils surestiment aussi beaucoup les revenus des modèles OnlyFans. Ah oui. En fait, je pense que ça derrière, ça vient surtout du fait que les plus connus, ceux qui gagnent le plus d'argent, sont très très mis en avant. Et donc forcément après derrière, tu connais les chiffres parce qu'il y en a qui sont transparents à ce niveau-là. Et tu mets tout le monde dans le même panier, alors qu'en réalité, c'est quoi? Il y a 10% des personnes qui font 90% des résultats. Et celles qui sont dans le top 90, finalement, elles gagnent rien, tu vois. Donc, non, de toute façon, c'est simple. Les plateformes, tout, de manière générale, quand tu gagnes beaucoup d'argent, c'est que tu as beaucoup de notoriété. C'est la notoriété qui fait que tu as de l'argent derrière. En tout cas, pour les modèles OnlyFans, c'est pas forcément le cas. Ouais. Moi, dans des meufs de télé, etc., que j'ai connues dans ma vie, c'est vrai que plus elles ont une notoriété, plus elles ont fait d'émissions, plus derrière ça a rapporté. Après, les meufs qui sont que au niveau des plateformes, elles se sont créées un réseau là-dessus, donc c'est encore autre chose. Mais au niveau des meufs de télé, plus t'as fait d'émissions, plus tu t'es vendu, plus on t'a vu, plus t'as d'abonnés, plus forcément derrière c'est que tu rapporteras de l'argent. Mais ça, c'est que les candidates de télé, parce que je connais beaucoup de créatrices de contenu, rien à voir avec la télé. Elles sont vraiment créées toutes seules et moi c'est les meufs qui m'impressionnent le plus, c'est vraiment des girl boss. Elles sont parties de rien, elles ont fait toute leur stratégie, leur communication, elles ont monté un réseau alors qu'elles n'ont aucune autorité de base. Et je trouve ça hallucinant et franchement, pour moi c'est vraiment les meufs les plus grosses bosseuses, c'est vraiment les meufs qui partent de rien et qui sont sur les plateformes. Je trouve ça hallucinant de ouf. Les plateformes c'est un vrai taf et c'est d'ailleurs pour ça que du coup il y a des agents qui ont apparu. C'est vrai qu'avant du coup il y a eu beaucoup d'agents d'influence, etc. Donc je suppose que toi t'as sûrement un agent qui t'aide sur la partie influence pour trouver. Non, même pas? Non. Ok, t'es une girl boss du coup. Ouais, pour l'instant, je fais pas confiance aux gens et encore moins aux hommes. Donc, je préfère faire l'argent avec la sueur de ma chenille et pas l'argent d'un mec que je connais pas ou peu et qui pourrait potentiellement me la foutre à l'envers. Donc, pour l'instant, j'arrive à gérer ça. Le jour où j'aurai pas le choix, je me dis ok. Mais pour l'instant, tant que je gère par moi-même, j'ai 2 bras, 2 jambes, j'ai un cerveau bien constitué. Je m'imagine que j'ai pas besoin d'un homme
derrière pour gérer. Non, bah t'as bien raison. Si tu penses gérer toute seule, c'est. Pour l'instant, ça va. Si j'ai besoin, je le ferai avec plaisir. Parce que je sais que par exemple, tu vois, une modèle OnlyFans, enfin une modèle mime, je sais pas si je peux dire OnlyFans. Bon, on le bipera pire. Mais ouais, une modèle mime, ça peut pas gérer tout le marketing, à la fois discuter avec les fans, à la fois faire le community management, etc. Enfin, c'est impossible. Sur les plateformes, c'est impossible. Quand j'étais sur les plateformes, j'avais un agent qui bossait avec moi sur la plateforme. Sur la plateforme, et c'est même pas. Je pouvais le faire toute seule, c'est juste que ça me dégoûte. C'est un truc que j'ai. Moi, les hommes, les machins et tout. Pourquoi ça te dégoûte? Moi, parce que pendant un moment, j'ai beaucoup joué de mon hypersexualité dans Frenchy, le truc et tout. Et maintenant, j'ai beaucoup changé de mindset et de recevoir des demandes et tout. C'est un truc qui me. En fait, c'est plus un truc que j'aime, tu vois. Genre, ça me trigger et j'ai pas l'énergie de répondre à des mecs, ouais, vas-y, on va ci, on va ça. Tu penses pas que du coup, c'est aussi de par cette hypersexualité que t'as mis en avant que du coup, t'as aussi bien marché? Carrément. Ouais. En fait, genre. Moi, je m'hypersexualise quand j'ai envie de le faire et je montre ce que j'ai envie de montrer. Ouais. Là, je dois répondre à la demande d'un homme. Et je déteste sentir que je réponds à la demande de quelqu'un. Et c'est pour ça que j'ai pas réussi sur les plateformes. Parce que Frenchy, je faisais ce que je voulais quand je le faisais. Tu vois, au final, dans Frenchy Shore, en 2 saisons, j'ai couché avec un seul mec. Tout le monde a beaucoup parlé de moi, mais c'est parce que je me suis mis en couple avec un mec que j'ai aimé, etc. Et c'est ce qui a fait que j'ai fait des trucs un peu. T'as pas fait un plan à 4 ça compte pour 3 mecs d'un coup. Mais du coup, c'était avec mon mec avec qui j'étais, mon ancienne meilleure amie. Et son bail, etc. Mais du coup, au final, ça s'est fini où j'ai juste fait des bails avec ma meilleure pote et mon mec, etc. Mais je me suis beaucoup hypersexualisée dans ma parole. J'étais très crue, très trash dans ma manière d'être et de parler parce que je suis comme ça. J'ai un côté comme ça. Mais comme maintenant, je veux plus que ça tourne qu'autour de ça. Ouais. Dans le programme, je montre la Ouriel trash et intense. Mais dans le quotidien, je veux controverser avec ça. Et tout ce que je montre dans Frenchy Shore, je le montre parce que j'ai décidé de le montrer. Si un mec te dit, vas-y, on voit ça, je veux voir ça, tu vas l'envoyer parce que tu as besoin d'argent. Ça veut dire que je dois répondre à la demande d'un homme. Mais en soi, quand tu fais ça sur Frenchy Shore, c'est aussi indirectement parce que tu as besoin d'argent. Parce que tu sais que ça va faire parler, non? Non, parce que regarde, la saison 2, j'ai rien fait du tout. Ok. J'ai fait rien du tout, avec personne, rien du tout à part embrasser mes potes. J'ai couché avec personne, j'ai rien fait, ni préliminaire, rien du tout. Et ça va empêcher que je parle du principe que quand tu as une personnalité que t'arrives à sortir du lot, t'as pas besoin de jouer de ton En fait, ça t'a servi un peu pour prendre de l'élan, on va dire. Et après, derrière, les gens, en fait, ils ont compris que t'étais pas que... Ils ont très bien compris parce que, hormis ça, je suis pas... Contrairement à ce qu'on voit dans l'émission, c'est très rare qu'on me parle de sexualité, de machin. Les gens sont plus attachés à moi, à ma personnalité, qu'à ce que j'ai donné. Et comme je t'ai dit, dans la saison 1, j'ai fait des choses parce que j'étais en couple avec un mec que j'aimais. Sinon, j'aurais rien fait. Mais c'est vrai que la saison 1, tu arrives en mode vas-y. Genre, tu viens d'arriver, etc. C'est un programme où il n'y a pas de limite. Donc, forcément, tu te mets aucune barrière, tu fais ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Mais contrairement à d'autres candidats qui, je pense, dans la saison 2, ont voulu axer le truc sur le sexe parce qu'ils ont pensé que c'est ce qui marchait. Au final, ça a été un flop parce que les gens s'attachent à ce que tu fais parce que tu as envie de le faire et pas à ce que tu fais pour le truc visuel de ce que tu vois. Ouais, bien sûr. Non, mais ça, c'est important de façon de faire ce que tu as envie de faire en vrai. Mais du coup, parce que tu m'as dit que t'as des hommes du coup qui te proposaient des trucs et tout, que t'avais pas forcément envie, ça te dégoûtait, etc. T'as déjà eu des demandes de ouf contre de l'argent? Sur les plateformes? Ouais. Ou même en dehors, en vrai, même sur Insta. Non, franchement, j'ai pas eu trop de. Tu vois, étrangement, c'est fou, hein, parce que je suis la meuf qui s'est le plus hyper sexualisée dans Frenchy et j'ai jamais reçu de demande hyper particulière, les trucs de pied, de machin. Je n'ai jamais reçu un truc loufoque, même sur. Alors, c'est pas moi qui gérais les messages mime, donc je sais pas ce que j'ai reçu. Mais comme j'avais mes limites très rapidement, le truc sur mime qui revenait, étant donné que je suis une meuf trans, c'est ouais, t'as quoi entre les gens, nanana, tu vois, forcément. Tu connais ce genre de truc, mais j'ai jamais eu de demande très loufoque. Et je pense vraiment, c'est parce que, mine de rien, sur les réseaux et ce que je montre, j'ai vraiment une ligne de conduite qui fait que je ne reçois pas de trucs hyper bizarres. C'est là où je me suis dit, putain, meuf, tu t'es pas trop mal démerdé, parce que je n'ai jamais reçu une demande bizarre. Jamais. Ça m'étonne parce que même moi, on reçoit des demandes hyper bizarres alors que généralement on va mettre des meufs en avant qui sont assez soft, tu vois, au final. Non, franchement, après les trucs de. Franchement, je te jure, non, après les trucs basiques, genre ouais, tes pieds, des trucs de money slave, etc. Tu vois, mais j'ai pas un truc qui m'a interpellé. Et ça, attends, parce que toi, tu dis que ça te dégoûte et tout de faire des trucs pour les hommes, etc. Mais justement, est-ce qu'un money slave, ça te dégoûte aussi ou pas? Ça dépend dans quel cas. Genre, en mode, si le mec, ça reste du. Après, money slave, ça veut dire que t'es censé aussi lui parler, enfin ils attendent que tu le maltraites un peu, que tu vois ce que je veux dire. Et j'ai jamais répondu à aucun money slave. Ah ouais, ok. Ça me dégoûte. Mais j'ai vraiment un problème avec ça. Mais juste par exemple, on t'envoie ta carte bleue. Imagine, moi je suis un money slave, je t'envoie ta carte bleue, enfin ma carte bleue du coup. Je te dis, bah vas-y, utilise-la comme tu veux, tu le fais ou pas? Ouais, ça je le fais avec grand plaisir. Ouais. En fait, c'est juste, je veux pas. Le mec, si tu veux me donner, genre en mode, ouais, vas-y, je te fais un PayPal, vas-y, c'est ton plein gré, t'as envie de me donner de l'argent. Moi, ça me fait des tâches sur mon compte en banque, je vais pas cracher dedans, tu vois. Mais je veux pas savoir que le mec attend quelque chose en retour. C'est ce principe d'échange là qui me bloque. Ça, des tales que tu veux m'en donner, je te mens pas, il y a quelques années en arrière, quand j'étais jeune, à 20 ans, j'ai reçu un virement de 25 000 € par un mec, tu vois. Ah ouais, ok. Et je n'ai jamais rien envoyé. Genre, le mec m'a littéralement DM sur Instagram, en mode, ouais, je te trouve fraîche, nanana. J'étais ok, on a échangé 2-3 messages et tout. Il dit ouais, moi ça me fait kiffer, machin. J'en ai mon RIP, 3 jours après, j'avais 25 000 € sur mon compte en banque. Avec plaisir. Je ne lui ai jamais rien envoyé en retour.
Et ça, c'est avec grand plaisir, je reçois. Mais par contre, si t'attends un truc en retour, tu l'auras pas. Parce que c'est un truc qui, moi, me dérange. Je sais pas, c'est le principe que je réponds à la demande d'un homme. J'aime pas du tout ça. Ouais, je vois, ok. Non, mais en vrai, c'est respectable. C'est vraiment respectable. Au moins, il n'y a pas de transaction, en fait. Non, il n'y a pas de transaction. Si tu veux me donner. C'est comme si, genre, demain, j'ai quelqu'un que j'aime dans mon entourage, je te fais un cadeau, je te le fais par plaisir, je vais pas attendre un truc en retour. Bah, si tu veux me donner de l'argent, prends. Moi, plus d'argent sur mon compte, mieux ça me va. Mais t'attends pas à avoir un truc en retour de ma part, tu vois. Ok. Et du coup, bah. Vu que moi, t'as vu, je mets des influenceuses qui n'existent pas, donc on les crée. Donc je te montrerai des photos de ouf. Après. Et pas que des photos d'ailleurs. Mais. T'as leurs organes génitaux? Hein? T'as les organes génitaux? J'ai tout, hein. T'arrives à créer un organe génital d'une meuf qui n'existe pas? Tout. Ça me fascine. Ouais. Ok, je te coupe 2 secondes parce qu'en ce moment, il y a une dinguerie. Tu peux créer une influenceuse IA qui n'existe pas et qui vend du contenu sur les plateformes privées. Tu peux générer des photos, des vidéos de meufs qui sont dénudées pour pouvoir faire de l'argent, comme toutes les modèles sur les plateformes privées que tu vois d'habitude. Et oui, ça fait beaucoup d'argent. Alors si t'as envie de savoir faire la même chose, j'ai créé une formation 100% gratuite, t'as juste à cliquer sur le lien en description. Et c'est plus simple que pour toi, du coup. Nous, c'est en un clic. Putain, alors ça, il n'y a pas besoin de chirurgie et tout, tu vois. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Ok. Mais je te montrerai, bon, je te montrerai pas les dénudés, mais en vrai, de toute façon, ça ressemble à la vraie vie, donc il n'y a rien d'impressionnant. Ok, de dingue. Et donc, du coup, bah, est-ce que toi, t'es contre les influenceuses IA? Non. Ouais. Ah, moi, je suis pour que tout le monde se fasse des thunes. Hein. Ouais. Ah, moi, je suis pour l'argent, j'adore l'argent, vive l'argent, que tout le monde se fasse des thunes. Moi, le truc où, genre, l'IA me dérange, c'est quand. Tu prends des gens de la vie réelle, tu as des montages, des trucs, de faire croire à des histoires qui n'existent pas. Tu vois, ça, c'est un truc qui me dérange, parce que tu mets dans la sauce des personnes qui n'ont rien demandé. Mais par contre, non, que tu crées des meufs, je veux dire, à un moment donné, excusez-moi, enfin, les mecs, voilà, vous aimez ça, vous aimez les meufs, vous aimez. Et puis, je pars du principe que, genre, en mode, c'est le mec qui va rechercher quelque chose. Donc, en fait, si tu kiffes ce que tu vois et que tu veux juste te vider les couilles, frère, on le sait, tu vois. T'es là pour prendre du plaisir, t'es là pour bander sur une meuf. Donc à un moment donné, genre que tu regardes un no-porn sur internet ou alors que tu regardes une meuf créée par une IA, au final tu fais ça juste pour assouvir tes désirs. Donc, mais toi, ça dérange pas le côté du fait que les hommes, en fait, ils ont un nouveau moyen pour profiter justement de l'hypersexualité des femmes pour faire de l'argent? Non, enfin la sexualité, la nudité, c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps. Je veux dire, les hommes préhistoriques, ils avaient juste une moumoute pour cacher leur quéquette, quoi. Genre pour moi, le corps, la sexualité, c'est le truc le plus lambda, enfin pas le plus lambda, mais le truc le plus ancien qui existe. Donc en fait, je pars du principe qu'il n'y a pas de honte, il n'y a pas de limite. Ouais, mais que ce soit les hommes qui en profitent de ça, alors que c'est entre guillemets un avantage social des femmes, toi ça te dérange pas? Un avantage social des femmes, bah. Mais les mecs savent que c'est une IA? Les mecs savent pas forcément. Ah, je pensais qu'ils savaient qu'ils allaient voir une IA, moi. Pas forcément. Enfin, moi, je me suis dans certains cas, oui, ça dépend en fait du créateur de l'IA, tu vois. S'il a envie de dire que c'est une IA ou pas, bah c'est son choix, tu vois. Mais derrière, ils sont pas forcément au courant. Mais du coup, j'ai des questions parce que ça veut dire. Ouais, mais le visage de la personne n'existe pas, tu prends pas l'identité de quelqu'un. Bah alors, justement, en gros, il y avait une grosse vague de personnes qui prenaient l'identité. Enfin, en fait, ils prenaient pas l'identité de quelqu'un, mais ils prenaient une vidéo de base d'une fille qui existe et ils modifiaient leur visage. Ça me dérange du coup. Ce qu'on appelle du face-up, ça te dérange. En fait, tant que tu n'impliques pas une personne qui existe sur cette terre, en soi, quel est le problème? La meuf n'existe pas, ça met personne dans la sauce. Par contre, si tu prends et que tu t'inspires d'une meuf, là oui, déjà de 1, c'est limite à du porn revenge. Tu prends une meuf, tu t'inspires d'une meuf pour la mettre nue. Genre, non, alors attends. En gros, t'as vraiment cette partie-là où, par exemple, moi, je vais prendre un réel de toi, ok, et je vais modifier ton visage. Mais du coup, ce sera ton corps et tu vas faire ta danse, j'en sais rien, ton réel, je sais pas ce que tu fais. Et sauf que ce sera pas ton visage. Et du coup, moi, je vais. Ça, c'est dérangeant, ouais, je suis d'accord. Tu t'inspires de quelqu'un qui existe, c'est dérangeant. Mais si tu crées tout de pièces que c'est prouvé que dans le monde, cette personne n'existe pas, en soi, quel est le problème? Et bah, justement, actuellement, du coup, on a la possibilité, depuis là, quelques mois, de créer de toutes pièces, donc des photos, des vidéos, même des nus, etc., en IA, tu vois. Ok. Et du coup, à partir de ce moment-là, toi, ça te dérange pas? Si la meuf n'existe pas, quel est le problème? Ouais, mais du coup, le fait que les mecs parlent à une IA sans forcément le savoir. Non, mais les mecs parlent à une IA parce que les mecs parlent avec leur couilles. Les mecs ont besoin de parler avec une IA parce qu'ils ont besoin de branler leur coronesse. Ce sont des hommes, je veux dire, on le sait, genre à un moment donné, il faut arrêter de faire les mythes. You are a dog, genre les mecs. Mais si le mec, il sait pas que c'est une IA et puis il pense que c'est une vraie meuf. Excuse-moi, quand tu vas sur les plateformes, il ne semble pas que tu cherches la femme de ta vie. Tu cherches simplement à avoir tes spermatozoïdes, ton truc là qui sort de ta quéquette. On sait, vous cherchez quoi? Tu cherches du cul. Donc à un moment donné, en vrai, c'est faux parce que en vrai, si un mec il cherche uniquement du cul, tu dragues derrière, tu fais en sorte qu'il tombe in love de la meuf ou pas? Bah ouais. En fait, les plateformes pour moi, c'est pas censé être un site de rencontre. Pour moi, c'est juste le mec qui voit des photos, des vidéos. Qu'est-ce qui fait que les plateformes ont réussi à concurrencer Pornhub, par exemple? C'est qu'il y a du dialogue, mais en mode t'entretiens une. Ouais, après, c'est vrai qu'il y a des meufs qui entretiennent ce dialogue. Parce qu'en fait, c'est ça. En fait, si tu veux, les sites porno, ils résolvent un besoin sexuel, alors qu'en fait, les sites, plateformes privées, etc., ça résout un besoin d'attention. En fait, les mecs qui vont sur les plateformes, c'est pour aller chercher de l'attention féminine, pour pouvoir discuter avec toi et avoir tout cet envers du décor, donc pas que la partie sexuelle, mais aussi la partie conversationnelle, etc., tu vois.
C'est leur problème. C'est leur problème. C'est clairement leur problème. Enfin, je pars du principe que, genre, je sais pas, tant que ça n'implique, aucune meuf qui existe, je vois pas quel est le problème. Après, le mec, enfin, je suis désolée, mais du principe que tu vas pour combler ton manque affectif sur une plateforme, you need a therapy, ok? Tu as besoin d'un psychologue, ok? Parce que c'est pas sur les plateformes que c'est censé résoudre un problème affectif, tu vois? Donc je pars du principe qu'il y a un problème plus grand que ça. Donc si, genre, ça te fait du bien, je sais pas, en plus, c'est psychologique, c'est juste trouver une excuse pour soulager des manques, des machins. Je veux dire, tant que ça fait des thunes à tout le monde, tant que tout le monde est consentant, tant que ça met personne dans la sauce, moi je trouve qu'il y a aucun problème à ça. Ouais, c'est ce que je dis beaucoup, c'est qu'en fait, t'as l'offre et la demande, tu vois? Donc le mec, il vient pour un produit, tu lui donnes l'expérience qu'il a envie pour son argent. Après que la meuf derrière elle soit vraie ou fausse, ça peut prêter à débat parce que du coup le mec il est trompé, etc. Donc il paye pour un service, mais en réalité il est un peu trompé par ça. Ouais, après c'est sûr que si le mec apprend derrière que c'est un mec qui gère le compte et que en fait c'était pas une vraie personne. Parce que toi par exemple, tu vois, quand t'as créé un compte mime, du coup c'est pas toi qui répondais derrière. Non, mais entre guillemets c'était mon. Ouais, mais moi ça s'arrêtait très au. Je sais pas, je alors parce qu'il a l'impression de parler à toi, mais finalement il te parle pas à toi, tu vois. That's not my fucking problem. Genre. Non, moi je suis d'accord sur ça. En vrai, c'est que c'est comme ça, tu vois. Tu payes pour ton expérience. Ouais, derrière la meuf, elle est pas là, tu t'attendais à quoi, tu vois. Le mec en vrai, il paye pour de l'illusion en vrai. Ce que je dis beaucoup, c'est que tu vois, genre quand tu vas au cinéma, quand tu vas au casino, par exemple, quand tu vas au casino. Tu vas au casino dans l'idée, dans l'illusion de te dire je vais gagner le jackpot, tu vois. Quand tu vas au cinéma, tu vas dans l'illusion de te dire que c'est réel, parce que si tu vas au cinéma, tu vas avoir un film d'horreur et que tu dis ça c'est faux, ça c'est faux. Tu vas pas t'amuser devant le film, tu vois. Et en vrai, parler à une modèle sur OnlyFans et derrière que ce soit un mec ou une meuf, peu importe, c'est l'illusion de se dire je vais peut-être coucher avec elle, alors que le mec au fond il sait très bien qu'il va jamais. Et puis c'est pas comme ce qui me dérangerait, tu vois, par exemple, c'est les mecs qui font des faux comptes sur les applications de rencontres, parce que du coup quand tu vas sur une appli de rencontre, il y a un but différent, tu peux trouver l'amour, tu cherches quelque chose. Là quand tu vas sur les plateformes, il y a vraiment un but quand même sexuel, de désir, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que c'est pas le même truc. Donc en vrai de vrai, toi mec, tu vas parce que tu veux assouvir des besoins, des pensées, une sexualité, parce que ça te fait du bien pour des raisons X ou Y. Donc après, ce qu'il y a derrière, tu sais que tu vas pas te mettre en couple avec la meuf, et tu sais aussi que c'est pas un site d'escorting. T'as pas de suite généralement quand c'est sur les plateformes. Ça dépend pour qui, tu vois, mais généralement c'est juste du virtuel. Donc non, moi, tant que ça reste sur les plateformes, je vois vraiment pas quel problème. Après, je te trouve quand même assez dur, parce que je pense que t'en as entendu parler du concept de la misère sexuelle. Non. T'en as jamais entendu parler? Non. En fait, si tu veux, c'est vrai que quand t'es une femme, du coup, t'es en abondance, tu vois, t'as beaucoup de demandes, etc. Mais quand t'es un mec, entre guillemets, moyen, tu vois, qui a rien à envier, enfin, je veux dire, qui est pas dans le top des mecs, tu vois, c'est très dur pour trouver une femme, enfin, trouver oui, non, mais l'attention. Tu trouves pas une femme sur les plateformes, c'est ça que je veux te dire. En fait, le problème, c'est que si tu peux pas en avoir gratuitement, vu que c'est un besoin. Non, mais sur les sites de rencontres, les applications de rencontres. Mais oui, mais sauf que c'est pareil. Genre, en gros, 10% des hommes vont récupérer 90% des femmes sur les sites de rencontres. Tu vois. Oui, non, mais là, on est plus dans le concept de l'IA, là, de ce que tu me parles. Non, mais parce que là, moi, je te parlais par rapport au fait que. Enfin, ça revient, c'est du pareil au même, mais je te parlais du fait que, effectivement, tu vois, t'as besoin d'une thérapie si tu vas sur les plateformes privées, comme tu l'as dit. Non, c'est si tu vas sur les plateformes privées pour combler un manque affectif que t'as besoin de thérapie. Ouais, mais sauf que des fois, les gens, c'est pas de leur faute, tu vois. C'est dur d'être un homme parfois en mode, si t'arrives pas à trouver une meuf, tu fais comment autrement que de payer pour ça, tu vois. Non, mais ça, ok, mais tu ne vas pas sur les plateformes privées pour trouver l'amour. Je pars du principe que si tu cherches. Je te parle pas de trouver l'amour, je te parle d'aller chercher de l'attention féminine. Ouais, mais de l'attention féminine, ok, tu peux aller sur les plateformes et trouver de l'attention féminine, mais genre, quel est le problème là? Genre, je vois pas le rapport, même que tu sois beau, moche ou machin. Pour moi, ça reste genre une envie masculine. Genre, moi, les mecs qui s'abonnaient à mon mime, ils allaient clairement pour voir mon entrejambe, mes pieds, mon cul, tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté, c'est que moi, ce qui me dérange ou ce qui me dérange pas, c'est pas le fait d'aller chercher une meuf ou je sais pas quoi, c'est l'intention et l'application par laquelle tu passes, tu vois ce que je veux dire? Si tu cherches de l'attention d'une meuf mais que tu passes par les plateformes, ok, tu cherches de l'attention d'une meuf mais t'es sur les plateformes. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que en fait, ces mecs-là n'ont pas le choix, tu vois. Parce que toi, t'étais assez dur avec eux, dans le sens où tu disais ouais mais vas-y. Ah non, même les mecs les plus beaux, si vous allez vous pouvez être les plus beaux du monde, allez sur les plateformes, j'ai le même avis. Je parle pas du tout de critères de beauté. Non, mais c'est pas un critère de beauté. C'est genre, en gros, t'as deux hommes différents, deux types différents d'hommes. T'auras les mecs qui vont y aller juste par pure expérience et par pure curiosité, tu vois. Mais t'as les mecs qui y vont parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais du coup, si un mec va sur les plateformes parce qu'il n'a pas le choix, parce que tu dis qu'il n'a pas forcément l'opportunité dans la vie de tous les jours, donc je parle de critères de beauté, parce qu'aujourd'hui on va parler dans la société dans laquelle on est, un mec qui n'a pas d'opportunité avec une meuf, c'est un mec qui n'a pas un physique avantageux dans la société. Ouais, potentiellement. Après, donc c'est pour ça que je parle de critères de beauté. Parce que du coup, si tu vas sur les plateformes et que tu dis que en mode il va sur les plateformes parce qu'il n'a pas le choix dans la vie de tous les jours, t'insinues que c'est un mec qui a pas de succès avec les meufs, parce qu'un mec qui a du succès avec les meufs, s'il va sur les plateformes, là c'est pas pour un manque affectif, c'est vraiment pour le côté sexuel. Après, moi je suis pas forcément d'accord, un mec qui est beau, il n'aura pas forcément du succès avec les meufs, tu vois. T'as plus de chances dans la société dans laquelle on est
d'avoir. Tu parles d'amour ou tu parles de sexualité là? Parce que d'amour, non, parce que les mecs les plus beaux sont les plus cons, donc forcément que ça n'a rien à voir. Mais si tu parles de sexualité, un mec beau dans la société aura beaucoup plus de chance. Regarde, quand tu fais des castings de télé-réalité, on cherche des beaux mecs. Pourquoi? Parce que les beaux mecs attirent les meufs. C'est logique. Et aujourd'hui, c'est triste. Hein. Moi, je suis pas partisane de ce côté-là, de critères de beauté, etc. Mais c'est un fait aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est dans une société image. Faut que tu sois beau, faut que tu sois belle pour, entre guillemets, avoir des conquêtes, etc. Donc... Ah, mais en fait, moi, ce que je voulais dire surtout, c'est que, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, entre une meuf et un mec beau, tu vois, si t'es une meuf belle, c'est beaucoup plus facile pour une meuf, tu vois, quand t'es belle, parce que t'as fini le jeu, entre guillemets, tu vois. Que quand t'es un homme beau, c'est pas suffisant encore, tu vois, pour vraiment te hisser en haut de la food chain, tu vois. Tu trouves que qu'on est dans un monde où c'est plus dur pour les hommes que pour les femmes? Bah, en tout cas, pour s'élever socialement, oui. C'est plus dur pour les hommes de s'élever socialement que les femmes? Bah, moi... On va formuler ça avec une phrase complète, parce que là, on va pas être d'accord. Non, mais en fait, en gros, pour moi, genre aujourd'hui, c'est plus dur pour une femme de s'élever socialement si t'as pas des atouts physiques, tu vois. Ah, ça, ok. Là, pour le coup, oui. On est okay. Mais par contre, à partir du moment où t'es une femme qui est minime, voilà, franchement, que t'as des bons atouts physiques, on va pas se mentir, c'est facile. Tu parles du beauty privilège que les femmes ont dans la société, en gros. Oui, en moi, tu dis, tu mets un mec super beau, une meuf super belle, si les deux sont parfaits, ce sera quand même plus dur pour le mec dans la société que la meuf. Ouais. Après, je suis d'accord, je comprends qu'il y a des désavantages pour les meufs, etc. Voilà, forcément, il y a plein de choses qui font que les meufs ont un peu des désavantages dans le côté professionnel, parce que les gens, de manière générale, vont peut-être moins accorder de confiance à une meuf sur des postes à haute responsabilité ou j'en sais rien, tu vois. Ouais, mais je trouve qu'à la limite, que les mecs beaux en chient plus que les meufs belles. Je trouve que ça vaut à l'harcèlement de rue, à l'hypersexualisation, aux agressions qu'on peut subir, à toute la pression sociale qu'on a sur les femmes en France, de manière générale. Donc non, je pense que vous méritez de galérer plus que les belles meufs, parce que même si t'es une belle meuf, tu vivras la même pression sociale qu'une meuf qui a un physique plus désavantageux. Moi, je suis totalement d'accord qu'on mérite de plus galérer. Ouais. Parce qu'en vrai, de toute façon, pour moi, l'homme, c'est celui qui doit aller au charbon, tu vois, qui doit se faire du mal, etc. Tu vois, ce qui fait un homme de haute valeur, pour moi, c'est un mec qui arrête de se victimiser, qui se la donne, qui se réveille tous les matins et qui va chercher, pas forcément l'argent, mais en tout cas qui va se bouger le cul tous les jours, tu vois. Ça pour tout le monde, homme ou femme, tu n'as rien sans rien, donc ça c'est clair. Bien sûr, je suis d'accord. Non, en vrai, je pense que de manière générale, pour une femme, il va y avoir plus de barrières, mais il y a plus de... En fait, tu as des moyens qui te permettent d'aller beaucoup plus vite en tant que femme, tu vois. D'accord, ça. Qu'en tant qu'homme. Un homme, il va devoir vraiment galérer. Qu'une femme, elle peut vraiment se faire téléporter du jour au lendemain, tu vois. Genre, de toute façon, tu le vois, il y a des mecs qui ont charbonné toute leur vie pour finir, je sais pas, dans des beaux endroits, etc. Qu'une meuf comme ça, il suffit d'envoyer un message Instagram et elle y est, tu vois. Donc c'est surtout aussi de ce côté-là où je te parle d'élévation sociale. Après, c'est vrai que derrière, en moyenne, je pense que ça reste quand même... ouais, c'est à peu près pareil, tu vois, c'est tout aussi dur, chacun a ses problèmes, etc. C'est plus dur, mais je vois ce que tu veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand t'es une belle meuf, que t'as de la tchatch, que t'es une meuf en place, qui arrive à te débrouiller, forcément, que tu peux avoir plus d'opportunités, parce qu'aujourd'hui... Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des demandes qui sont faites dans la société, c'est des hommes qui les demandent. Et forcément, si t'es une femme qui répond à ces demandes-là, t'as plus d'opportunités. Bien sûr, l'hypersexualisation, en vrai. Ouais, on pourrait dire que c'est les femmes qui participent à l'hypersexualisation et genre par exemple les modèles mimes, etc. Mais en fait finalement c'est qu'une réponse au marché. Et quand t'as besoin d'argent, que t'as besoin de t'élever, des fois t'as pas le choix que de répondre aux demandes des hommes. Mais si je pense que globalement toutes les grosses entreprises, tous les gros trucs étaient plus dirigés par des femmes, est-ce qu'on vous aurait fait galérer quand même? Je pense, je sais pas, je réfléchis, mais ça aurait pu changer aussi peut-être beaucoup de choses, parce qu'il y aurait peut-être eu plus d'opportunités pour les meufs, sans avoir besoin forcément de passer par ce côté, il faut être belle, il faut être fraîche, il faut machin. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est dommage d'en arriver là aussi. Mais toi, justement, t'es en train de dire que si les grandes sociétés, etc., étaient dirigées par les femmes, donc c'est-à-dire que t'insinues que du coup, la plupart des grosses entreprises, etc., enfin que le monde est dirigé par des hommes. Mais du coup, pourquoi tu penses ça? Enfin, tu penses que ça vient d'où, ça, justement? Ça, Dieu merci, plus le temps passe, plus aujourd'hui on arrive à arriver à un stade d'équité, équitabilité, comment on dit, d'égalité, c'est ça que je cherchais, d'égalité, mais quand même il a fallu ramer, tu vois ce que je veux dire, c'était quand même le monde était de base beaucoup plus dirigé par les hommes, mais ça c'est, je sais pas, ça faut demander aux hommes préhistoriques, je sais pas, ça a commencé d'où, tu vois, mais il y a un truc qui s'est instauré où l'homme c'était le mec, lui qui dirigeait, il y avait ce truc, après ça revient aussi avec les anciennes mentalités, après je sais pas ce qui se passait dans le temps, mais il y avait toujours l'homme c'est lui qui domine, la femme c'est elle qui répond à la demande de l'homme, et même sans parler tu vois du boulot des entreprises, tu vois, même avant les mentalités anciennes, c'est l'homme qui bosse, qui ramène l'argent, c'est la femme qui entretient l'homme, il y a toujours eu ce truc là, tu vois ce que je veux dire, et ça c'est triste et malheureux. Maintenant ça évolue beaucoup, mais je pense qu'aujourd'hui dans la société dans laquelle on est, ça part de ce fait qu'il y a toujours eu ce truc de l'homme et la femme. Tu vois, il y a toujours eu un problème d'équitabilité sur ces deux trucs. Mais à l'heure actuelle, où tu vois que justement, c'est beaucoup plus facile maintenant avec l'ère d'Internet, etc., d'entreprendre, on voit quand même qu'il y a 98% des entrepreneurs, en tout cas en ligne, qui sont des hommes et pas des femmes. Tu penses que c'est dû à quoi, ça?
En ligne, genre sur les plateformes ou de manière générale? Non, de manière générale, enfin pas forcément en ligne, mais en tout cas, pour 100 entrepreneurs, tu vois, il y en a 2, c'est des femmes, il y en a 98, c'est des hommes, tu vois. Ouais, c'est vrai. Pourtant, c'est beaucoup plus accessible. Aujourd'hui, t'as pas besoin forcément de grand chose. Il y a beaucoup moins de barrières à l'entrée pour les entrepreneurs, tu vois. Ok. Donc tu trouves qu'il y a plus d'entreprises, d'auto-entreprises qui sont ouvertes par des hommes que des femmes? Ah, mais de toute façon, même moi, je le vois, tu vois. Non, mais de ouf, de ouf. Ça, c'est vrai que c'est une bonne question. Pourquoi il y a plus d'hommes qui ont ouvert ça? Pourtant, les femmes sont ambitieuses. Les femmes ont... Je sais pas, est-ce que c'est parce qu'il y a moins d'opportunités, on leur ferme plus rapidement moi, en vrai, j'ai un peu la réponse à cette question. Mais c'est une bonne question. Je pense pas que c'est une question d'opportunité, parce que maintenant, en vrai, justement, comme tu as dit, c'est en train de s'égaliser beaucoup. Grâce aux nouvelles technologies, etc. Il y a beaucoup plus d'accessibilité. Tu peux te lancer toute seule, etc. Donc, en vrai, il n'y a pas de personnes qui peuvent t'empêcher de le faire. Je pense que c'est plus au niveau du fait que c'est cette appétence au risque, tu vois, que les femmes ont moins. Tu vois, les femmes ont besoin de plus de sécurité et de stabilité, je pense. Ok, peut-être pas tout, je suis pas tant d'accord, parce que je trouve que les femmes, tu dis que genre on a moins ce goût du risque, moins ce truc de tenter des expériences. 100%. Bah, façon, après, encore une fois, je fais des généralités, mais moi je pense qu'en gros, tu vois, quand t'es une femme ou quand t'es un homme, tu vois, tu vas avoir une tendance plus ou moins masculine ou féminine, tu vois, il y a des hommes qui sont plus féminins d'autres, plus masculins d'autres. Et pareil pour les femmes, tu vois. Et généralement, ce que tu vois, c'est que les femmes qui ont plus ce côté masculin, donc qui ont une masculinité un peu plus affirmée, c'est elles qui auront plus d'appétence au risque et du coup, généralement, qui deviennent entrepreneuses, tu vois. Mais en fait, tu as vraiment ce côté, je pense, où en tant qu'entrepreneur, tu as besoin, tu vois, d'aller de naviguer un peu à vue, tu vois, et vraiment d'aller conquérir. Et c'est ce truc-là que les femmes, je pense, quand tu retournes un peu dans la préhistoire, etc., enfin, vraiment dans la psychologie primitive. C'est un truc qui est ancré depuis très longtemps, je pense, et qui, ancré, malgré les générations, reste pour des raisons, je sais pas comment ça a commencé il y a 100 et quelques années, tu vois. Moi, c'est vrai que je m'entoure que de femmes hyper indépendantes qui charbonnent et tout, donc moi, j'ai pas cette vision-là des choses, parce que vraiment, j'ai que des meufs autour de moi qui bossent de ouf. Enfin, je te dis, j'ai même j'ai une pote à moi, elle a ouvert carrément un garage, celle qui gère un garage genre de bagnole et tout, tu vois ce que je veux dire. Donc, je sais que moi, en tout cas, de mon point de vue, les meufs, on est hyper ambitieuses, on a de l'audace, on va de l'avant et il faut se battre 2 fois plus qu'un homme, justement, pour ouvrir une entreprise. Quand t'es une meuf, forcément qu'on va dire, ah, t'es une meuf, tu vois, il y a toujours ce truc de du coup, peut-être que machin. Mais après, je sais pas pourquoi les hommes plus que les femmes, mais en tout cas, j'incite vraiment les meufs à moi, j'incite de ouf, franchement, je suis totalement d'accord. Pour le coup, peut-être aussi parce qu'il y a cette pression qui reste malgré tout, tout le temps, et du coup, les meufs, on a plus cette pression de se dire, ouais, mais peut-être qu'il y a plus de crainte. Mais franchement, si t'es une meuf et que t'oses, pour moi, tu réussiras encore plus qu'un mec qui ose parce que t'as plus peut-être de mecs qui osent. Et si t'es une meuf et que tu oses faire des trucs innovants ou qu'on n'a pas l'habitude de voir chez les meufs, t'auras plus de chance. Donc je pense qu'il faut essayer de manière générale. Mais de toute manière, ça reste un truc ancré dans les générations, ce truc de homme-femme. Et je pense que ça va évoluer avec les années encore et encore. Ouais, mais je trouve qu'on a encore du chemin, même si ça va beaucoup mieux de manière générale. C'est un sacré sujet, que ce soit personnellement, familialement, professionnellement. Je trouve que les meufs, même si t'es une belle meuf, etc., tu peux être la plus belle des meufs, etc., tu vas toujours avoir un moment où on va te réduire à t'es une meuf. Même si t'es la plus belle, etc., il y a toujours un moment où on va te dire, ouais, mais comme, tu vois ce que je veux dire, que les mecs, ils vont moins être confrontés à ça dans le milieu professionnel. Bon, bah, passons au sujet suivant. En fait, moi, voilà, t'es trans, donc du coup, moi, forcément, ça m'intrigue un peu, tu vois. Je suis un peu d'une nature curieuse, tu vois. Et c'est vrai que j'ai pas eu l'habitude enfin, j'ai jamais parlé à une fille qui est passée de l'autre côté du sexe. Et donc, du coup, j'avais des petites questions par rapport à ça. Juste déjà, donc, t'as du coup un vagin féminin. Enfin, vagin féminin, ça se dit pas, mais. Ouais, j'ai capté ce que tu veux dire. T'as dit comme tu le veux, moi, je suis pas. T'inquiète. Et du coup, ça t'a coûté combien toute la chirurgie esthétique et tout? Il y a des trucs que j'ai payé beaucoup de choses, il y a certaines choses que j'ai pas payé, genre parce qu'en gros en France t'as l'ALD. L'ALD, c'est l'ALD 31, ça prend en charge certaines opérations des meufs trans. Moi je suis beaucoup passée dans le privé, donc j'ai pour beaucoup de choses payées, c'est pas moi qui ai fait les plus grosses économies. Il y a juste par exemple 1 ou 2 opérations que j'ai pas payées, genre j'ai juste fait limer, tu vois, les os de mon front et de ma mâchoire pour essayer d'affiner. Et c'est la seule chose que j'ai. Attends, mais comment on lime les os de ton front? On m'a découpé de l'oreille à l'autre, on m'a tiré la peau du visage pour accéder à mes os, mon crâne, et on m'a relimé les os. On m'a fait ça du coup pour le front, et pour la mâchoire, on m'a insisté dans la mâchoire, et on est passé par l'intérieur pour limer les angles de mon visage. C'est la seule opération, moi, que j'ai pas payée, qui était prise en charge. Mon nez, je l'ai pas payé parce que j'avais une déviation nasale qui avait rien à voir avec ma transition, donc du coup, qui a été prise en charge. Donc tout le reste, je l'ai payé, donc ma poitrine, je l'ai payé 6 000 €. Mon BBL, je l'ai payé genre 5 000. Ma vaginoplastie, la plus grosse opération que j'ai payé 25 000 €, qui a coûté très cher. C'est tout, hein, j'ai pas refait. Au total, ta chirurgie t'a coûté combien? Bah, du coup, je sais pas calculer, mais on va dire de ce que j'ai payé de ma poche, on va dire 25 000, 6 000, on va dire 12 000, 25 000 plus 12 000, ça fait quoi? 42 000. Ah non?
On va dire 50 000 euros. 37 000 euros. On va dire 40 000 euros pour les injections, les petits trucs. On va dire 40 000 euros de ma poche que j'ai payé pour ma transition. Au niveau d'opération. Ça te faisait pas peur qu'on t'ouvre et tout ça me paraît. Non. Après, moi, je suis pas peur du tout. Puis tu sais, quand tu veux vraiment faire un truc dans la vie, t'as pas peur. Tu vois, c'est comme toi, si t'es obsédé par un truc dans ta vie, ben t'y vas. Après, c'était 100% de chance de réussite et tout. Enfin, il y avait pas de. Bah après, c'est des opérations, le risque zéro n'existe pas. T'as toujours des risques, tu vois, mais on va dire que ça reste de la chirurgie esthétique. C'est pas les opérations les plus risquées. Le visage, en vrai de ce que j'ai fait, ça va, c'était tranquille. C'était plus forcément la vagino. Où tu sais ce que tu perds, c'est pas ce que tu gagnes. Ah ouais, je vois. C'est toujours le plus gros risque. La poitrine, pareil, c'est des trucs qui peuvent se refaire facilement. Bon, un nez, forcément, c'est risqué d'être raté, mais ça reste des chirurgies que tout le monde peut faire. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de truc crucial qui va changer définitivement ta vie dans cette opération, à part la vaginoplastie. Ok. Et donc, du coup, avec ce nouveau vagin, tu ressens les mêmes sensations que les femmes? Bah, du coup, c'est pas tu ressens des choses? Ouais, franchement, je peux pas savoir exactement ce qu'une meuf née meuf ressent, mais comme j'ai beaucoup de potes meufs, on parle beaucoup, etc. Mais c'est que tout ce que je ressens, c'est ce qu'elles ressentent. Pour avoir déjà fait des bails une fois ou deux, tu vois, avec des meufs, dans l'émission Trencher et tout. D'autres meufs, genre, non, même une autre meuf, j'avais fait, bref, elles me l'ont dit, toi, d'elles-mêmes, c'est pareil, tu vois, genre, c'est identique. Et même les hommes avec qui je couche, qui sont des hommes hétéros, tu vois ce que je veux dire, c'est identique. C'est vraiment la même chose, et ça, c'est la chance qu'on a d'avoir une science. Mais attends, c'est une dinguerie, parce que du coup, t'as eu une bite et une chatte, donc du coup, tu connais les deux orgasmes, en fait. C'est quoi le meilleur, du coup? Non, j'ai jamais eu d'orgasme avec mon vagin encore, parce que j'ai eu beaucoup de relations avec des hommes comme ça, tu sais, genre en mode tu sors de soirée, un mec que tu fréquentes. Mais t'étais pas assez à l'aise. Mais ça, c'est pas que mon problème, moi. Je pense que toutes les meufs diront que c'est pas facile d'avoir un orgasme. Ok, je sais pas si c'est de votre faute ou du fait qu'un vagin. Alors, waouh, ok, attends. Un pénis, si tu veux, chez les hommes, c'est plus c'est matériel. Tu bandes, tu touches, ça sort. Une meuf, s'il y a un truc dans ton cerveau qui est conditionné, qui te braque. Je peux te garantir que les hommes, c'est pareil aussi. Hein. Ouais, mais c'est plus simple d'avoir une érection et d'éjaculer chez un homme, du moment que tu bandes. On a été créé comme ça pour que ça aille vite. Du moment que tu bandes et qu'il y a quoi que ce soit avec, tu auras une fin. La meuf, tu peux effectivement avoir un rapport, mais c'est pas pour autant que la meuf va jouir parce que c'est très cérébral. Ça dépend des personnes. Moi, je sais que je suis très cérébral. Genre, faut vraiment que j'ai un lien émotionnel avec la personne, que je sois à l'aise avec la personne, que je sois en couple, que je l'aime vraiment pour vraiment m'épanouir. Donc, toutes les relations sexuelles que j'ai eues, c'est plus du kiff, etc. Mais du coup, j'ai pris du plaisir, mais jamais eu d'orgasme. Tu vois, donc je peux pas encore savoir ce que j'ai jamais. Mais du coup, là, de ce que tu as expérimenté, tu dirais que c'est quoi le mieux? Moi, forcément, je suis mieux comme ça parce que je suis dans mon axe, je suis moi-même à 100%. Genre, c'est moi mais en pleinement. En termes de sensations pures. Mais ça n'a rien à voir. Je peux même pas comparer. Genre, c'est vraiment complètement différent. Genre, tu vois, enfin, c'est un mec, c'est hyper sensible. Ok, tu vois, tu branles, mais une meuf, je sais pas, c'est délicat. C'est au niveau clitoridien, t'as le niveau vaginal. Genre, faut que le mec sache faire aussi. Tu vois, c'est pas tous les mecs qui sont doués, même rares sont les mecs. Je pense qu'il y a genre peut-être 90% de mauvais coups et 10% de bons coups. Et encore, je suis gentil. C'est vraiment rare. Donc, je pense que après, t'as les meufs qui se touchent aussi seules. Moi, je suis pas trop partisane de ce truc de me toucher seule. En fait, je suis pas une meuf qui a une grosse sexualité. Je suis pas une meuf qui a une grosse libido. J'ai envie seulement quand j'aime la personne. Donc, toutes les relations sexuelles que j'ai eues, c'était vraiment soit parce que j'avais bu de l'alcool, que j'étais festive, ou parce que j'avais envie de m'occuper, tu vois. C'était pas des trucs très, très concluants. Donc, je sais que le jour où je prendrai vraiment mon pied, que je pourrai un jour peut-être répondre à ta question, c'est le jour où je suis vraiment épanouie avec un mec, que je l'aime vraiment et que je suis bien avec cette personne, que je pourrais savoir ce que c'est. Ok. Après, moi, de ce que j'ai expérimenté, j'ai vraiment l'impression que les femmes, elles ressentent plus que les hommes, tu vois. Enfin, je sais pas. Alors oui, t'as plus de sensations, mais avoir des sensations et jouir. Ouais. C'est pas la même chose, tu vois. Tu peux faire des prix, tu peux te faire, t'as compris, pour pas être cru, tu peux faire du bien à une meuf. La meuf va dire c'est bien, etc. Tu vois, sans avoir l'orgasme. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus compliqué pour une meuf d'avoir l'orgasme, mais pas forcément compliqué que ça lui fasse du bien. Que vous, c'est facile de vous faire du bien et d'avoir un orgasme. C'est là où je veux dire que c'est plus compliqué. Mais après, ça dépend des corps. T'as des meufs hyper sensibles qui ont des orgasmes hyper facilement. Ça dépend de tout le monde. Mais c'est bien de le dire aussi parce que je sais que je parle avec beaucoup de meufs et tout. Même, tu sais, comme j'ai une sexualité qui a tout connu, qu'en plus de ça, genre, je prends beaucoup de choses par rapport à la féminité. J'ai beaucoup de jeunes filles qui m'écrivent et tout. Et je parlais avec beaucoup de meufs et tout qui me disent ouais, mais moi, du coup, j'ai pas souvent d'orgasme, je galère, machin, etc. Et genre, faut le dire, genre, c'est pas facile pour une meuf d'avoir un orgasme. Et c'est un truc qu'il faut. Je pense qu'il y a beaucoup ce côté aussi de la faute des hommes pour la plupart. Mais il y a aussi ce côté où, scientifiquement parlant, en fait, c'est juste tes terminaisons nerveuses. Si t'en as plus ou moins, bah, tu vas ressentir plus ou moins. Donc, c'est une question de terminaison nerveuse, une question de feeling, une question d'alchimie. Donc, faut pas se mettre la pression avec ça. Et les meufs, c'est bien qu'elles le sachent, plus tu te mets la pression, plus tu veux, moins tu y arriveras. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, j'ai connu beaucoup de choses dans ma vie, mais c'est vrai que t'as plus de sensations, t'as plus de trucs qui se passent avec un vagin. Par contre, pour avoir le big orgasme,
ce sera beaucoup plus facile avec un pénis. Mais du coup, c'est intéressant parce que, ouais, il y a quand même ce côté où c'est, entre guillemets, des fois, en grande partie, à cause des hommes, que voilà, il n'y a pas d'orgasme. Donc, du coup, tu dis que 90% des hommes ne savent pas s'y prendre. Et du coup, j'ai une question. Moi, je parle plus de mon expérience personnelle. Après, je tout dans le même panier. Mais je pense qu'on n'est pas loin de ça, en vrai. Ok. Genre, en vrai, enfin, je sais pas après. Je pense, ouais. Mais je pense ça, c'est un manque de communication de fou. Parce qu'après, je dis, c'est sûr que si t'apprends pas un homme, il peut pas savoir. Donc, je veux dire, on va pas non plus jeter la pierre aux hommes. Là où jette la pierre aux hommes, c'est les mecs qui prennent des meufs qui pensent ni à faire des prélis, qui sont vraiment là juste pour y aller. Qui pensent qu'à eux. Ça, c'est ceux qui pensent au plaisir solitaire, c'est inutile, c'est bête. Bien sûr. Et après, ceux qui essayent et qui arrivent pas, bah vas-y. Enfin, c'est juste que c'est délicat. Genre, c'est pour ça que je te dis, quand tu es dans une relation sérieuse, c'est aussi plus simple parce que tu as le temps de communiquer, etc. Que quand c'est un one shot, en fait, t'as pas envie de faire un cours d'éducation sexuelle au mec. Donc, je pense que. Et puis, un mec qui a une relation sérieuse, une meuf qui l'a éduqué, sera un bon coup pour ses autres partenaires. Mais je pense attends, mais du coup, par rapport à ça, j'ai une question. Ouais, tu préfères avoir un homme qui a 0 de body count ou un homme qui en a 80? Un homme qui en a 80. Ok. Ouais, je pense. 80 ou 0, en vrai, je m'en fiche. Moi, le body count, pour moi, ça, c'est l'invention la plus débile qui puisse exister au monde, quoi. Déjà, tu juges pas la valeur d'une personne à son body count, tu juges pas. Bon, ok, peut-être ses performances sexuelles un peu à son body count, mais j'ai connu des hommes qui avaient des gros body count et qui sont nuls au lit. Et des mecs qui avaient un tout petit body count, mais ils ont suffi d'une relation pour expérimenter, apprendre. Ouais. En termes de proportion, je pense que les hommes qui ont plus d'expérience, ils sont quand même meilleurs au lit, je pense. Ils sont quand même meilleurs au lit. Je suis d'accord après, parce qu'en vrai, c'est pas qu'une question que si le mec sait s'y prendre, c'est aussi une question d'alchimie, parce qu'il y a vraiment un truc qui se passe, c'est à deux, tu vois, que ça se passe. Donc en vrai, oui, mais de ouf. C'est pour ça qu'en vrai, le body count, la sexualité, pour moi, la sexualité, pour moi, c'est que. Pour moi, c'est pas que sexualité. Sexualité, c'est faut qu'il y ait de la chimie. Alors, tu peux. T'as baisé, t'as faire l'amour. Au pire, tu vois, t'as ce truc-là où tu vois quelqu'un, tu ken pour ken et tu sais. Et ce truc où tu fais l'amour parce que t'as une alchimie, t'as une connexion, il se passe quelque chose. Et plus t'as une alchimie, plus tout se passe facilement. Tu vois, c'est comme vous, tu vois, genre, plus tu regardes la meuf, tu sais qu'il y a un truc, plus l'excitation elle est là. Et c'est pareil pour la meuf. C'est multiplié de ouf, tu vois. Mais la sexualité, c'est très vaste. T'as 1001 possibilités de faire du sexe, tu vois. Donc après, ça dépend de ce que les gens recherchent aussi. Ok. Et du coup, ouais, j'avais une question par rapport à ça, c'est que du coup, vu que t'as pas d'ovule ni de spermatozoïde, tu peux pas avoir d'enfant. Enfin, biologique. Non, alors j'aurais pu, en fait, quand j'ai commencé ma transition médicale, entre guillemets, tu vois, parce que t'as tout un processus médical, j'ai pris beaucoup de traitements hormonaux qui ont fait que, en gros, tu vois, même avant la chirurgie, j'ai déjà de la poitrine. En gros, tu prends des traitements. Ok, attends, je te fais un cours, parce que là, vas-y, faut pas que je te perde. En gros, t'as un homme a de la testostérone, une femme a des oestrogènes. Moi, j'ai voulu inverser, donc il ne me fallait plus de testo et il me fallait des oestrogènes. Donc, j'ai pris un bloqueur de testostérone. Donc, c'est un médicament qui a complètement coupé toute la testostérone que j'ai dans mon corps. Et je prenais des oestrogènes qui ont fait que, du coup, pendant des années, j'ai fonctionné hormonalement comme une meuf née meuf. Parce que, du coup, chimiquement, on bloquait ma testo. Et chimiquement, on me donnait des hormones. Donc, du coup, j'ai eu un changement physique naturellement. Mon visage s'est affiné, j'ai la poitrine qui s'est développée. Ma pilosité est partie. Donc, j'ai fait une puberté d'une adolescente, en gros, si tu veux. Juste un peu inversé, mais t'as compris le principe. Et c'est quoi que tu m'as demandé? Pourquoi cette question à la base? Si tu pouvais avoir des enfants. C'est ça. Et du coup, en gros, quand tu prends le castrateur chimique, donc du coup, il y a plein de noms de dérivés, on s'en fout. En gros, s'il coupe la testostérone, on te demande avant, est-ce que vous voulez congeler, garder vos spermatozoïdes pour, si vous voulez un jour avoir des enfants biologiques, pouvoir le faire avec une mère porteuse, etc., avoir ton spermatozoïde ou non. Donc du coup, moi, j'ai pris la décision de non, parce que je trouvais ça hyper... Moi, ça me gênait d'expliquer à mon enfant qu'avant, tu vois ce que je veux dire? Et puis je me dis, il y a tellement d'enfants dans le monde qui ont besoin. Genre, je me dis, je préfère adopter et donner une belle vie à un enfant qui a besoin. Et moi, ça me gênait vraiment, genre, d'expliquer à mon enfant qu'avant, que c'était mon... Je sais pas, avec le recul, peut-être que maintenant, j'aurais pu le faire parce que du coup, j'aurais un enfant qui me ressemblait, mais sur le coup, ça me semblait improbable et je voulais tellement plus rien de ce qui pouvait me ressembler d'avant que pour moi, c'était un truc qui me gênait. Et après, ouais, je me suis dit, il y a tellement d'enfants qui ont besoin que... C'est ok, je préfère adopter si je veux un enfant plus tard. Donc, non, j'ai plus de spermatozoïdes, donc je peux pas. Et effectivement, les opérations qui te créent un vagin et du coup, t'as tout sexuellement, physiquement, d'une femme née femme, mais t'as pas le système reproductif d'une meuf née meuf, en gros. Ouais, tu peux pas, Alors, je sais pas si dans les Pays-Bas ou je sais pas où, je sais qu'il y a une meuf trans, je crois, qui s'est fait greffer un utérus. Ah ouais? Il me semble que ça existait. Je sais que ça arrivera un jour. Et elle a des ovules et tout. C'est un truc bizarre, je me suis pas approfondi. Machin, non, enfin, c'est ça, j'ai pas tout. Galère, ouais, ça c'est galère. Je sais qu'il y a eu une tentative une fois, mais j'ai entendu, je sais pas si c'est vrai, mais je sais qu'un jour on y arrivera. Vu comment la science évolue, il y a un jour où forcément on pourra arriver ça, mais je pense dans peut-être 40, 50, 60 ans. Mais ça évolue d'où? Tu vois, les premières opérations des vaginoplasties, il y a 50, 60 ans, les meufs en mouraient parce que c'était des opérations de 14 heures, c'était hyper intense et t'avais pas le recul, puis c'était pas beau et puis il y avait pas l'avancée. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une avancée médicale hyper intense. Bon, après, moi, je me suis fait opérer au Canada. Du coup, j'ai eu la chance d'avoir recours à de la médecine américaine, entre guillemets, tu vois, puisque du coup, c'était pas la médecine française. Donc, j'ai vu vraiment le truc encore
en mode waouh, genre c'est un truc de dingue. En France, une vaginoplastie, généralement, ça prend une dizaine d'heures, je crois, 7 et 12 heures. Moi, ils me l'ont fait au Canada en 3 heures et j'étais sous anesthésie locale. J'étais réveillée pendant l'opération. Ils m'ont mis un drap, ils m'ont fait une péridurale. Donc, comme une femme enceinte, donc j'avais le bas du corps gelé et j'étais complètement réveillée tout le long de l'opération. Oh la dinguerie. Ils m'ont donné un calmant, donc j'étais un petit peu foutée, mais j'étais réveillée. Donc, ils m'ont dit, c'est parti. Et c'est parti, genre. Et j'étais réveillée de l'autre côté du truc, t'as des infirmières qui restent avec toi et tout, mais c'est une expérience intense que tu ne dors pas, t'es réveillé du début à la fin. C'est une dinguerie. Tu rentres dans le bloc et tu ressors du bloc en étant parfaitement éveillé, un peu shooté, parfaitement éveillé, et en ayant su qu'il y a eu un changement de dingue qui se passait, genre. Ouais, bah là, t'es une femme, quoi. Tu dis ça y est, tu vois, t'as tout. Et puis, genre, moi, c'était même psychologiquement, je me suis dit, vas-y, genre, j'assiste vraiment à ma deuxième naissance. Tu vois, il y avait un truc psychologique, et puis j'aime bien les expériences farfelues. J'avoue que je suis un peu. Pas beaucoup de meufs l'auraient fait, parce que beaucoup de meufs trans me disent, moi, j'aurais trop peur et tout. Moi, je trouvais ça, genre, ouf de dire que t'es réveillé pendant. Et puis, tu sens vraiment rien. Genre, pour le coup, tu sens rien. Mais c'est vrai que c'est une expérience de dingue. Et du coup, j'ai vu vraiment cette avancée au Canada où ils te font ça en 3 heures sous une anesthésie locale et ils te changent identiquement un pénis en vagin. Genre, c'est un truc de fou quand même quand tu y penses, tu vois. Parce que là, c'est identique, tu vois pas la différence. Non, quoi. vraiment, c'est vraiment identique. T'as tout, t'as terminaison nerveuse, petites lèvres, grandes lèvres, profondeur vaginale. C'est vraiment identique à 100%. Si ce n'est que des fois, et encore non, parce que je veux dire, si ce n'est que des fois, t'as besoin de plus de lubrifiant. Mais no shade, t'as beaucoup aussi de meufs cis qui font de la sécheresse vaginale, donc ça sert à rien de mettre ce tabou là-dessus. Mais ouais, non, c'est un truc de ouf. La science, c'est dingue. Parce que ouais, du coup, t'as pas de sécheresse vaginale, du coup. Si tu as plus de sécheresse vaginale qu'une meuf née meuf. Mais je dis pas ça pourquoi, parce que t'as aussi beaucoup de femmes qui font de la sécheresse vaginale, qui ont pas beaucoup de lubrification et qui ont besoin de lubrifiant. Donc en vrai, c'est pas forcément un truc qui change beaucoup, mais sinon au niveau sexuel, c'est vraiment identique, quoi. Ah, ok. Je me prends vraiment comme une grosse expérience parce que j'ai vécu tellement de trucs dans ma vie. Je me dis, j'ai vraiment tout vécu, tu vois, genre là, tout, pour le coup, dans tous les sens du terme. Du coup, je vais te montrer des petites photos et des vidéos qui vont te faire rire, j'espère. Vas-y. C'est qu'il y a des plateformes. C'est le truc des IA. Ok, des IA. Je suis curieuse parce que j'ai vraiment jamais vu ça. Enfin, si je vois des fois sur Insta, il y a des gens qui mettent des trucs IA, mais tu captes pas que c'est des IA, tu vois des meufs, quoi. Donc, Bah, toi, je sais que du coup, là, t'es un peu en conflit avec Cara et tout, mais t'as déjà pris des photos avec Cara, je suppose. Non. Si t'as déjà pris des photos avec Cara. Sur les plateformes? Non, pas sur les plateformes, mais en mode classique, tu vois. Oui, bien sûr. Ah non, j'ai grand mode non, j'ai jamais fait de plateforme avec Cara. Non, oui. Bah, regarde, attends, je vais faire un petit truc. Peut-être que vous allez vous réconcilier après ça. Peut-être que ça va te choquer, je sais pas. Ah non! Bon, c'est déjà fait des smacks avec Cara, donc ça me choque pas, mais c'est fou de se dire que. Attends, je peux revoir? Ouais, tu peux revoir, tiens, prends-le. De se dire que ce truc-là, ça y est. Et tu peux slider, il y en a d'autres, je crois, à côté. Ah, on est belle quand même. Non, mais putain, c'est fou! Waouh! Il y en a d'autres à droite? Bah, en gros, là, tu vois, il y en a une autre, ça va être une photo moi, de là? toi. Ouais. Oh, t'as déjà dansé comme ça, là? à l'autre, c'est que ça me choque. Qu'est-ce que je suis fraîche, mais c'est surtout que ça me choque de dingue. Oh, mais tu sais que ça, à moi, ça me fascine. Il y en a une autre encore ou c'est tout? Montre. Ouais, je crois qu'il y en a une autre. C'est ça, là. Ça me fascine de fou. Ah ouais. Ah, là, t'es en mode sportive, là. Non, mais tu sais que c'est hallucinant. Hein. C'est une dinguerie. T'as vu même tous les mouvements et tout, ils sont grave naturels. Moi, ça me fascine les trucs comme ça. Je fais tous les trucs que tu modifies, ça me fascine. Les modifications de photos, d'images, de corps, tout, je trouve ça dingue. Bah ouais, en fait, tu vois, c'est pour ça que je te disais qu'en gros, maintenant, c'est possible de pas voler du contenu, entre guillemets, d'une autre meuf. Ouais. Parce qu'en gros, tu vas générer la photo. Tu vois, aujourd'hui, tu peux générer des photos assez facilement. Je sais pas si tu connais Midjourney ou ChatGPT. Tu vois, avec ChatGPT, tu peux générer des photos, tu peux générer n'importe quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai de ouf. Et donc, tu peux générer des trucs hyper réalistes, tu vois, mais que des photos. Et sauf que maintenant, ces photos-là, tu peux les animer. Donc finalement, en fait, ça te fait des vidéos ultra réalistes. Tu peux faire n'importe. En fait, c'est ça la dinguerie, c'est que là, aujourd'hui, je te fais une meuf, tu sais, je sais pas, en mode habillé en viking, dans la neige, ultra sexy, tout ça. Et donc forcément, en fait, sur les réseaux, ça va marcher, tu vois. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est hyper simple, entre guillemets, avec cette technologie, vu qu'on en est au début et que les gens connaissent pas, etc., de faire beaucoup de vues et donc beaucoup d'argent. Genre, là, imagine techniquement, enfin, genre là, en gros, j'ai lancé une modèle, dis-toi, en un mois, elle a touché 4 millions de personnes. Genre, ça a atteint 4 millions de personnes sur les réseaux, tu vois. La meuf que t'as créée. Ouais, la meuf que j'ai créée, ouais. C'est énorme. Et du coup, tu régénères beaucoup d'argent. Bah, du coup, ouais. Ça génère pas mal d'argent. T'as une fourchette, genre d'argent? Ouais, bah, en gros, là, j'ai 2 modèles, du coup, à 75 000 en cumulé, tu vois. Et là, on est en train d'en créer 20 en plus, tu vois. Sauf que les 20, là, elles sont en lancement parce que ça prend du temps à se lancer. Mais en gros, là, on a 75 000. Donc, il y en a une qui fait à peu près 45 et l'autre qui fait le reste, quoi. 45 000 euros par mois. C'est énorme. Mais en gros, dis-toi. C'est que c'est un truc de dingue parce que, genre, c'est dur en plus les plateformes de gagner de l'argent. Après, bon, je m'imagine que tu bosses de ouf aussi sur ça. Quand tu as les bonnes stratégies, etc. derrière. Et puis, en fait, ce qui est dur techniquement sur les plateformes, c'est de créer du contenu.
tu vois. Sauf que là, en fait, c'est un clic, tu tapes sur un prompt, un machin, tac, t'as ton contenu, tu vois. T'as pas besoin de te faire ton shooting, tu donnes l'idée, ça te sort. Ouais, c'est ça, genre vraiment, littéralement, en 1 minute. J'ai une vidéo qui te prendrait des jours et des jours à. Enfin, des jours, j'abuse, mais des heures à faire. Ouais, des heures à faire. Ouais. Franchement, c'est cool, ça te fait gagner de l'argent en vrai de vrai. Mais du coup, t'en penses quoi? Parce que, genre là, moi, techniquement, là, je suis en capacité, du coup, de générer 1000 contenus par jour, tu vois. Genre là, je vais faire 20 modèles, donc il me faut énormément de contenu. Mais du coup. Mais tu vas être millionnaire dans combien de temps? T'es déjà millionnaire? Ça, je sais pas. Ouais, je me considère millionnaire, mais c'est pas assez encore, tu vois. Mais ça fait pas longtemps que je gagne beaucoup d'argent, tu vois, donc je suis pas encore assez en place et tout. Mais du coup, toi, t'en penses quoi? Parce qu'en fait, là, derrière, t'as des possibilités en fait, de créer des milliers et des milliers de contenus par jour. Est-ce que tu vois ça comme une concurrence vis-à-vis des humains, tu vois? C'est ça que j'allais dire. Le seul truc qui, du coup, me dérange, c'est que ça fait de la concu, et enfin c'est même pas de la concu, mais c'est que je trouve pas ça réglo par rapport à des meufs qui triment vraiment sur les plateformes. C'est juste le seul truc. J'avais pas pensé à ça tout à l'heure parce qu'on n'était pas venu sur ce point là, etc. Mais j'avoue que du coup tu peux créer plein de profils différents à l'infini, régénérer du coup des sommes astronomiques, et des meufs qui elles prennent vraiment du temps à faire des shootings, à se préparer, à entretenir leur réseau véritablement. Du coup elles gagnent peut-être moins, et je trouve pas ça égal. Et en même temps j'ai envie de dire c'est la loi de la jungle, quoi. On est dans un monde où aujourd'hui chacun essaie de gagner sa croûte, mais je sais pas, pas fidélité, comment on dit, par empathie pour les meufs qui bossent sur les plateformes. C'est sûr que je trouve que il devrait avoir, je sais pas, un truc ou peut-être genre signaler que c'est une IA et je sais pas, réduire vos revenus dès le départ, ou un truc qui fait que les meufs qui triment vraiment soient pas. Ouais, mais au final, est-ce que tu vois, c'est cette compétitivité là qui ferait pas que notre monde il avance aussi vite, etc. Tu vois, parce que genre aujourd'hui les modèles fans, enfin les modèles mimes, je vais pas dire les modèles mimes, elles se font remplacer, tu vois, genre littéralement par l'IA, mais c'est pas les seuls. Tu vois, aujourd'hui il y a des médecins qui se font remplacer. T'as des machines du coup qui ont un taux de réussite sur des chirurgies, enfin des chirurgies, etc. C'est vrai. Qui sont à 99%, alors qu'un humain est seulement qu'à 70%. Donc c'est beaucoup plus précis. Donc il y a des robots qui remplacent les médecins. Ils peuvent faire ils peuvent prendre beaucoup plus de patients. Comment on appelle ça là déjà, quand tu prends des patients là, tu leur fais un diagnostic. Ils peuvent faire des centaines et des centaines de diagnostics par heure quand un humain peut en faire qu'une tous les 20 minutes, tu vois. On est rentré dans un monde où aujourd'hui le virtuel, clairement, on est un peu dans genre Black Mirror, tu vois ce que je veux dire, genre, c'est ça, le virtuel, c'est sûr, mais ça, c'est un fait. Enfin, après, je sais pas ceux qui s'en rendent compte, mais moi, je le vois bien. Mais du coup, moi, la question, moi, personnellement, en tout cas, comment je le vois, c'est que c'est pas un problème d'être en compétition contre les IA, parce que du coup, tu dois sortir ton épingle du jeu. Aujourd'hui, tu vois, une IA ne pourrait pas être devant moi à faire un podcast, par exemple, tu vois. Elle pourrait pas aller sur des téléréalités, elle pourrait pas faire des concepts un peu plus poussés. Bon, et encore, tu vois, je pense que bientôt, avec la technologie, ça peut arriver. Mais c'est pas un problème pour tout, mais ça l'est pour certaines choses, je trouve quand même. Moi, je pense que ça pousse aussi à la créativité. C'est que maintenant, si tu te fais surpasser par une IA, c'est que peut-être que derrière, t'es peut-être pas assez créatif, tu fais peut-être pas assez du bon contenu. Et donc, est-ce que c'est pas un peu de ta faute, tu vois? Même si tu trimes, au final, est-ce que le rapport travail vs du coup qualité et résultat, est-ce que c'est vraiment un rapport qui compte? Moi, je pense pas, tu vois. Moi, je trouve pas ça cool pour les gens qui bossent de ouf et qui triment depuis longtemps, qu'une IA, entre guillemets, peuvent balayer d'un coup d'un seul. Après, faut vivre avec son temps et la génération dans laquelle on est. Et je sais que c'est un truc qui est ancré, il faut s'y faire. Tu vois, après, oui, il y a cet esprit de compétitivité. Mais pour moi, le temps de travail n'est pas lié au résultat, tu vois. C'est pas parce que je travaille beaucoup que tu mérites de gros résultats dans un autre sens, tu vois. Et de quoi ça veut dire? Parce que, ok, tu travailles beaucoup. Ouais. Mais si t'as pas de résultat derrière, c'est peut-être que tu fais quelque chose de mal. Et si aujourd'hui tu vois qu'il y a en train de te remplacer, t'as qu'à travailler beaucoup en réagissant vis-à-vis de ça. Je suis d'accord, sur si tu trimes et que t'as pas de résultat, faut remettre ta stratégie en question. C'est comme pour tout dans la vie. Si tu te donnes les moyens, que tu fais de ouf et qu'au final tu stagnes, tu te remets en question. Mais c'est plus moi pour les personnes qui sont graves en place, qui se donnent les moyens, qui réussissent depuis longtemps, que rapidement une IA puisse les remplacer. Enfin, je parle plus des meufs sur les plateformes. Et toi, tu sens en compétition avec ces IA? Moi, je suis pas sur plateforme, moi, je suis nulle part. Non, mais parce qu'aujourd'hui, c'est les plateformes, parce que c'est ce qui marche, ce qui est le plus facile, entre guillemets. Mais t'as de plus en plus des influenceuses aussi. Tu vois, par exemple, Aitana, Aitana, je sais pas si tu connais, mais en gros, c'est une influenceuse espagnole. C'est une influenceuse tout comme toi, mais elle n'existe pas, tu vois. Et elle fait des partenariats avec des marques. Du coup, en partant de ce principe-là. Ça, je ne savais absolument pas. Ouais, elle fait en plus des partenariats avec des grandes marques, genre Audi, des trucs comme ça, tu vois. What? Parce que je ne savais pas ça. Moi, du coup, ces marques-là, elles sont un peu dans la techno, et donc forcément, tu sais, c'est cool, tu vois, d'avoir une image, une espèce d'égérie un peu IA, etc. pour ces marques-là. Mais entre guillemets, moi, j'ai pas de concu. Pourquoi? Parce que moi, c'est ma personnalité, c'est quelque chose que les gens connaissent. Donc moi, de mon côté là, non, parce que une IA, c'est vraiment physique et esthétique. Tu vois, c'est pas elle qui va avoir des avis, qui va pouvoir parler, qui va pouvoir avoir une personnalité. On sait pas, bientôt peut-être que si. Écoute, si ça arrive, ce sera encore un autre sujet. Pour l'instant, on n'y est pas. Mais de l'aspect visuel, moi, j'ai pas de concu parce que si je bosse avec une marque, c'est
aussi par rapport à ma personnalité, ce que je revendique sur les réseaux, qui je suis. Donc moi, j'ai pas tant de soucis à me faire, mais c'est sûr pour les personnes qui bossent, qui sont que sur leur image, qui sont que sur l'apparence, c'est clair que ça c'est de la c'est cool. Ce que tu dis, c'est que tu me rejoins du coup. C'est que toi, tu as trouvé un moyen de te différencier de l'IA et du coup de ne pas être en concurrence. Ah non, mais j'ai zéro concu avec l'IA, ça c'est clair et net. Parce que si j'étais qu'une meuf genre qui faisait des photos, tu sais, les meufs Instagram, mais moi j'ai un cerveau, j'ai parlé, j'ai des avis, j'ai une personnalité. Je vends pas que mon image, je vends aussi mon avis, ma manière de penser. Tu vois, je vends. C'est un packaging ou réel, mais j'ai aucune concurrence avec l'IA. Je me ferai jamais de soucis personnellement pour l'IA. À la limite, si quelqu'un prend une vidéo de moi et fait un truc machin, mais reste, et puis c'est du mytho, c'est du fake. Mais proprement parlant, aucun autre être humain, aucune IA pourra avoir la personnalité, mes avis et ce que je te dis. Donc non, moi je me sens pas en concurrence. Et du coup, maintenant que tu sais qu'il y a l'IA et qu'on peut faire des trucs comme ça, est-ce que toi ça te dérangerait de créer une plateforme privée, mais du coup avec des photos IA? Ah non, ça m'intéresse pas, franchement. Ça t'intéresse pas? En fait, moi, je fais que des trucs qui m'intéressent. Si je te dis que là, tu vois, par exemple, j'ai lancé une modèle, elle fait 45 000. Bon, après, c'est pas tout le monde qui peut faire autant, mais tu peux. Là, tu vois, par exemple, il y a des membres de ma formation qui font des 10 000, des 5 000, des 15 000, et c'est des mecs qui ont rien de plus que nous, tu vois. Il y a des mecs, c'est des étudiants, ils travaillent 2 heures par jour. Et toi, quand tu vois ça, tu te dis pas. Non, moi, je suis très plus. Qualité à quantité, je suis incapable de faire même si ça représente beaucoup d'argent, ça demande quand même de l'énergie, du temps, du travail, il faut quand même entretenir le dialogue avec les hommes, etc., même si c'est pas proprement toi. Mais moi je préfère faire des trucs que j'aime, qui t'a gagné moins d'argent que faire plein de trucs comme tu vois les collabs, des trucs qu'on propose. Après tu peux créer une influenceuse IA qui n'est pas toi, et genre après c'est un peu du community management, en mode c'est ta petite IA, tu vois. Ouais, je capte ce que tu veux dire, mais ça moi non, moi c'est moi, je m'occupe de moi, je fais un truc c'est vrai pour que moi. de toute façon t'as déjà ça, donc j'ai ce truc pour moi et je préfère me focus sur moi que après les gens qui sont dans l'ombre, etc., qui mettent en avant quelqu'un, ok, mais comme je suis dans la lumière entre guillemets, que j'ai déjà beaucoup de choses et beaucoup de boulot pour évoluer moi et me construire mon image, ma carrière, etc., ça m'intéresse pas. Et puis vraiment moi je suis quelqu'un, je n'arrive pas à faire les trucs que j'aime pas par dépit, je suis incapable. Ok, et si maintenant tu utilises l'IA pour être plus productive, donc par exemple au lieu d'aller faire un shooting photo, machin et trucs, bah en fait tu utilises l'IA pour toi, genre être toi, mais avec la tenue que tu choisis et tout, avec ton IA dans un endroit. Et en fait finalement ça te ressemble à 100%, mais finalement t'as pas pris le temps de te déplacer, de faire le shooting, de choisir la bonne photo. Là ça t'a généré une photo, elle est clean et tu peux la poster sur Insta. Je trouve ça nul à chier. Je trouve ça nul, ouais. Mais y a pas le trip, déjà moi je suis hyper active, j'aime bouger, d'aller, d'essayer des vêtements, de rencontrer du monde, de se faire des contacts. Enfin, c'est le contact physique, c'est de le faire en réel, c'est d'avoir des vraies expériences de vie, des trucs à raconter. L'IA, tu peux peut-être avoir la même photo en IA qu'un truc que t'as fait, mais t'as pas tout le background, t'as pas toute l'histoire de. Non, moi je trouve ça inintéressant. Tu penses qu'il y a besoin d'un background pour faire une photo juste Insta? Bah, je sais pas, tu rencontres des gens, genre les contacts avec les photographes, les stylistes, tu te fais des contacts, ce contact peut t'apporter un autre truc. L'un n'empêche pas l'autre, tu vois. Moi, je genre, tu peux faire des vrais shootings aussi de l'IA. Ouais, mais je trouve qu'il n'y a pas l'expérience de vie que tu vis quand tu fais la chose. Ouais, c'est plus au niveau des souvenirs, de créer des choses, quoi, de me créer un truc véridique et pas que virtuel. Genre, pour moi, l'IA, une influenceuse qui vit que dans l'IA, c'est de l'illusion ou c'est limite vivre dans la désillusion. Est-ce que ce serait pas l'utiliser comme un outil aussi pour être plus productif, mais tu vois? Ah non, mais ça, l'IA. Ça n'empêche pas de. Tu vois, c'est par exemple aujourd'hui, je sais pas, si tu travailles dans les maths, j'en sais rien, tu vois. Tu vas pas te dire, je vais pas utiliser la calculatrice pour la beauté des maths, tu vois, ça va être un outil. Dépend tu vois ce que je veux dire? Ça dépend. L'IA, je pense que c'est bien pour certaines choses, certains métiers. Après, ça peut être bien pour tout le monde si tout le monde trouve ça bien. Moi, pour mon métier, ce que je fais, ce que j'inspire, j'ai pas envie de me servir d'une IA. Je privilégie l'authenticité. Ouais, l'authenticité de ouf. Et l'expérience de faire les choses. Ouais, c'est ça. Et j'espère qu'un jour, ma ligne conductive et directive, ça payera sur le long terme, mais c'est pas un truc sur lequel je me pencherai en tout cas. Je respecte totalement. Cool. Ok. Merci en tout cas pour cette petite interview. Merci à toi, avec plaisir. Cool. Ouais, de ouf, c'était grave cool. Et puis je sais pas si on peut la suivre sur les réseaux, si vous pouvez nous suivre. Avec plaisir. Pour plus d'épisodes. En tout cas, let's go. Cool. Let's Merci. go. Merci à toi. Ciao. Ciao.